Je suis Frédéric Mercier, j'ai 48 ans et donc on va parler ensemble de création d'entreprise et d'entrepreneuriat. Mon parcours est assez simple, j'ai fait une école de commerce et un ESS marketing et je suis rentré comme beaucoup d'étudiants dans la lessive en tant que commercial en grande distribution. Donc chez Henkel. Ensuite, je suis passé chez Critère Patriarche, donc c'est une société qui est de la Beaune, qui fait des vins spiritueux, alimentaires et des vins luxueux, marketing France. Et ensuite, j'ai passé 12 ans chez LVMH dans la branche Champagne, comme directeur marketing international, tout d'abord chez Moët et Chandon, chez Pommery, comme directeur du Tifré Europe, directeur marketing international, puis chez Veuve Clicquot comme directeur Europe et membre du comité de direction. J'ai quitté le groupe LVMH en 2003. Et j'ai créé en fait à cette époque-là plusieurs affaires dans la foulée. La première qui est en fait un bar culturel. Voilà. C'est un projet que j'avais depuis les 20 ans. Ma famille m'avait dissuadé de le faire et comme j'étais un peu têtu, j'ai pu voyager à travers le monde et que j'ai vu plein d'endroits sympathiques. J'ai décidé d'en faire un à Beaune, qui est ma ville natale. Et donc j'ai créé un bar qui s'appelle le Bout du Monde, voilà, un bar culturel, avec des trucs peinture, café-théâtre, concerts, soirées DJ, sur classique. Plein de choses comme ça que j'ai tenu pendant 5 ans, que j'ai ensuite revendu. J'ai ensuite créé une brasserie sur Beaune qui s'appelle le Comptoir de Gaspard, qui est d'ailleurs toujours d'actualité, que j'ai tenu pendant 3 ans et que j'ai ensuite revendu. Et j'ai fait depuis maintenant 4 ans 2 gros projets immobiliers et je fais du consulting en marketing, c'est mon ancien métier. Et je suis aussi intervenant ici à l'ESC au Master 20 spiritueux sur l'entrepreneuriat et le business. Donc voilà un parcours qui, entre guillemets, au départ semblait prometteur, voilà, avec une belle projection de carrière chez les VMH. Effectivement, à un moment donné, une rupture toute simple, c'est qu'en fait, je crois qu'André créateur, on a les gènes de la création dans les tripes, et qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Moi, comme je dis, ça avait commencé à 20 ans, voilà, et puis effectivement, au fur et à mesure que le temps passait, ça commençait à grossir. Et un jour, j'ai acheté une licence 4, 150 000 francs à l'époque, cash, qui était disponible sur le marché beaunois. Et 1 an et demi après, j'ouvrais un lieu. Donc j'ai acheté quelque chose sans savoir où j'allais le faire, mais j'ai pris le risque, entre guillemets, d'acheter à cette époque-là quelque chose qui était indispensable pour ouvrir un lieu. J'ai ouvert ce lieu aussi parce que je voyageais beaucoup et qu'à titre personnel, je commençais à avoir un peu marre de prendre les avions dans les voitures. Pour la petite histoire, j'entrais souvent sur Beaune, je jouais au foot. Je me suis pété les croisés un jour sur le terrain et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, voilà, et que je fasse ce que je voulais faire dans la vie. C'est-à-dire créer ma boîte, que j'ai créée à l'époque, en tout cas elle a poursuivi. J'ai créé le Bout du Monde en 2001, donc à l'époque j'étais directeur marketing chez Pommery, et j'avais 2 associés, un qui était barman de métier et un qui était apporteur d'affaires. Donc j'étais moi à l'époque en Champagne, je rentrais les week-ends et donc je regardais mon entreprise évoluer, parce que c'est moi qui avais porté une grande partie du capital et du concept. Et puis comme toute entreprise de bar en général, ça marche pendant 4-5 mois, c'est la mode, puis après c'est une tendance à redescendre, et si vous n'avez pas un deuxième effet qui se coule, ça ne remonte pas forcément toujours. Donc il s'est passé ce qui s'est passé, donc 6 mois ça peut marcher, et puis ensuite ça a commencé à descendre, et le barman qui était associé avec moi ne mettait pas en place des opérations que je pensais importantes pour le concept. Quand j'ai quitté Clicquot en 2003, j'ai dû engager un certain nombre de démarches, pas forcément les plus sympathiques, puisque j'ai dû licencier mon associé salarié, racheter ses parts, j'ai racheté dans la foulée les parts du 3e associé, embauché un nouveau manager, et l'entreprise est repartie effectivement en termes de chiffre d'affaires, et pendant 4 ans, elle a fait progresser pour atteindre environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. 500 000 euros par an de chiffre d'affaires. J'ai vendu cette société effectivement après, puisque j'avais fait le tour un petit peu du projet. Voilà. Je suis resté donc 9 mois en attente entre ce projet-là et la brasserie. Les 9 mois étaient un peu...
Et pendant ces 9 mois, j'ai tenté de retourner dans la vie d'entreprise, donc de redevenir salarié. Donc un point important, c'est que quand on est créateur et qu'on quitte l'entreprise, y revenir c'est compliqué. L'employabilité de l'entrepreneur est quasiment nulle. Même si en France on dit on veut des entrepreneurs, on veut des gens autonomes, en fait non, on veut le clone de celui qui part, voilà, on ne veut pas un qui fasse plus de bruit que l'autre parce que c'est pas forcément adaptable. Donc globalement, sachez que si vous prenez la voie de l'entrepreneuriat, l'employabilité n'est pas forcément très très bonne derrière. Voilà. Mais c'est un choix personnel, c'est un choix de vie. Donc pendant ces 9 mois, j'ai essayé de retourner dans l'entreprise, je n'y suis pas arrivé, et donc j'ai ouvert à la foulée cette brasserie. J'ai tenu 3 ans, et il arrivait encore, comme beaucoup d'entrepreneurs, un certain nombre de tuiles. Parce qu'on dit effectivement, vous choisissez quand vous êtes passé de l'école soit les ennuis, soit l'ennui. Hein. Donc salarié, c'est un peu l'ennui au bout d'un moment. Et les ennuis, c'est quand on en comprend, et en général, les ennuis, c'est un mot sympathique, il ne faut pas dire les emmerdes. Donc là, il m'a arrivé quelque chose d'assez particulier, puisque quand j'ai ouvert cette brasserie, j'avais pris un manager qui avait 55 ans à l'époque, quelqu'un d'expérience, capable de tenir une salle et effectivement aussi une cuisine, potentiellement. Et cette personne, malheureusement, est décédée 3 mois plus tard. Donc en pleine ouverture, voilà, la personne qui était un pilier décède. Donc il a fallu que je me repose sur un autre garçon de salle mais qui n'avait pas d'expérience, que je lui fasse monter, mais qui n'a pas réussi à atteindre un rôle de responsable, donc c'était un peu compliqué. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de boulot d'été en restauration, vous savez que c'est un métier qui est complètement dingue, enfin tout de dingue. Au bout de 3 ans, et ça c'est aussi quelque chose qui arrive souvent aux entrepreneurs, ma compagne m'a dit, Fred, tu choisis, c'est soit moi, soit la brasserie. Alors j'ai choisi la brasserie, j'ai choisi ma compagne, et donc j'ai vendu mon affaire. Et donc depuis, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 2 gros projets immobiliers, voilà, et un peu de consulting maintenant, et de l'enseignement. La morale de l'histoire, c'est de dire qu'être entrepreneur, c'est pas facile. Voilà. C'est que bien évidemment, je ne vais pas vous dire d'y aller, parce que maintenant, si vous êtes entrepreneur là, vous irez quoi qu'il en soit. Mais je vais essayer quand même de vous donner quelques poteaux ou murs, qu'est-ce que vous arrivez dessus, sur lesquels il faut un petit peu anticiper, ou en tout cas avoir conscience. Le premier point, c'est qu'être entrepreneur, c'est beaucoup de stress. Il y a un stress qui provient de plein de secteurs différents. Le premier, c'est qu'en général, bien évidemment, vous n'avez pas beaucoup d'argent quand vous démarrez, donc vous investissez tout ce que vous avez. Et parfois, ce que vous n'avez pas. Ou parfois même, vous investissez ou vous mettez en garantie ce que vous avez pu acquérir au bout de quelques années. Votre maison, etc., etc. Donc globalement, si votre boîte ne marche pas, vous avez quand même une sacrée épée de Damoclès sur votre tête qui dit que si ça ne marche pas, on vous prend tout. Et même ce que vous n'avez pas, ou ce que vous aurez demain. Donc il y a un certain stress qui commence déjà avec ça. L'autre stress, bien évidemment, c'est le stress qui est lié à la solitude. Alors, ça vous semblera peut-être curieux que je vous dise la solitude, mais c'est un point extrêmement fort pour l'entrepreneur, parce que souvent il est tout seul à la barre de son bateau. Quand on démarre, on est tout seul, ou avec peu d'employés, ou peu de collaborateurs. Donc bien évidemment, vous avez parfois beaucoup de questionnements qui peuvent arriver, et vous êtes souvent seul pour prendre des décisions. Prendre des décisions, c'est un des points forts et un peu de l'entrepreneur, mais être seul pour les prendre, ça peut être parfois compliqué et difficile. Pourquoi ça ne marche pas, je ne vois pas très bien ce qui se passe, je n'ai pas de recul, pourquoi ça ne va pas comme je veux, il faut que j'embauche un mec, il faut que je le débauche, comment je l'embauche, quel type de contrat. Bon, parfois vous êtes un peu seul pour prendre la décision, malheureusement vous la prenez, bonne ou mauvaise, voilà. Mais souvent être seul c'est parfois un peu compliqué. Moi en tout cas c'est ce qui m'a poussé à vendre des entreprises à chaque fois, c'est que j'avais monté des choses, j'avais fait le tour, ben, j'ai revendu, j'ai fait autre chose chaque fois qui me portait la créativité, mais globalement j'ai pas été nourri de 3, 4, 5 ans dans le projet. Donc je recommence à chaque fois. Donc le stress lié à la solitude, c'est un point aussi important. Le stress familial est un autre point aussi qui est clé, je vais évoquer à titre personnel, c'est que bien évidemment, quand vous êtes entrepreneur, ben, vous ne rentrez pas à la maison à 6 heures, ça arrive assez rarement, et donc globalement vous avez forcément un conjoint, des enfants qui sont là, alors, je ne sais pas pour aujourd'hui, mais qui peut vous dire, mais attends, Fred, la vie c'est pas que tu rentres à 8 heures et que moi je t'attends à la fête de potes, c'est qu'on fait les choses ensemble. Quoi. Donc déjà vous avez un peu des difficultés avec ce que votre boîte tourne, et que c'est pas forcément facile, mais en plus de ça, à la maison, c'est pas forcément toujours facile. Donc un projet d'entrepreneur, c'est souvent un projet de famille, c'est que même si la famille est déjà préparée au fait que vous y alliez, elle n'est jamais préparée au pire. Le pire, c'est ça, c'est pas de présence. Le pire, comme je l'ai dit avant, c'est aussi le fait qu'on puisse vous prendre votre maison. C'est pas très heureux non plus. Donc tout ça, ce sont des points qui sont à venir prendre en compte.
L'autre point aussi, c'est que si vous êtes entrepreneur, il ne faut pas y aller en disant « je vais faire plein d'argent ». Oui, on espère tous un jour faire plein d'argent. Mais globalement, vous savez que si vous démarrez une entreprise, pour beaucoup, pendant 2, 3, 4 ans peut-être, hein, c'est un salaire proche de zéro ou minimum, avec un temps de travail démesuré. Donc le rapport temps passé et salaire généré n'est pas toujours très bon. Donc là encore, il faut être prêt à se dire que, ok, peut-être que, mais au-delà de ça, c'est plus fort que moi, il faut que j'y aille. Donc, les problèmes liés à l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'administration fiscale, sociale et autres, qui est effectivement très compliqué chez nous en France. Mais globalement, il y a un certain nombre de barrières pour le faire. Mais globalement, si vous êtes entrepreneur, vous le ferez. Alors, ce qui est important pour l'entrepreneur, et là je parle d'un point de vue Business Angels, c'est que le porteur, c'est le centre du projet. C'est la clé du projet. Il vaut mieux un très bon porteur de projet avec une idée moyenne, une très bonne idée et un porteur moyen. Qu'est-ce qui est important si demain vous êtes entrepreneur? Il y a 4 points qu'il faut travailler, parce qu'il faut bien sûr un peu s'introspecter. Il y a 4 points que vous devez travailler. Le premier point, c'est quel est votre capital humain? Je suis quelqu'un de jovial, de positif, d'optimiste. Voilà. Est-ce que je sais aller au-delà des conflits? Est-ce que je sais créer des liens? Le deuxième point, c'est votre capital en termes de compétences. Est-ce que je suis plutôt un bon marketeur, un bon commercial, un bon technicien, un bon financier? Sachant que le point important là-dedans, c'est qu'il faut toujours appuyer sur ses forces et ne pas chercher à combler ses faiblesses. Retenez bien ça. Passez votre temps à appuyer sur vos forces et pas à combler vos faiblesses. Il vaut mieux que vous soyez fort sur un truc où là vous êtes quasiment imbattable ou très bon, que me dire ah, je ne suis pas très bon en finance, je ne suis pas très bon en compta, il faut mieux que j'apprenne pour savoir comment on fait la compta. Non, vous avez un expert comptable qui est là pour ça. Ne perdez pas de temps à rattraper ce que vous ne savez pas très bien faire, accentuez ce sur quoi vous êtes bon. Et dernier point qui est évidemment votre capital financier. Le capital financier, c'est ce que vous allez avoir en poche au moment de votre création. Et ce qu'on appelle aussi la love money, donc c'est tout ce que vous allez pouvoir récupérer auprès de vos proches, parents, amis ou autres qui sont prêts à vous donner quelque chose, des tantes, des grands-mères, pour pouvoir créer un capital de départ. Un point important, c'est que ce n'est pas parce que vous n'avez pas un gros capital au départ que vous ne pourrez pas créer. En revanche, moins vous avez de capital, plus il faudra être convaincant. Parce qu'il va falloir lever des fonds, soit de façon classique auprès des banques, soit auprès d'investisseurs privés comme les business angels ou les private equity funds. Donc plus vous avez besoin d'argent, plus il faut être convaincant. Alors, ça veut dire qu'il faut que vous ayez un projet qui tienne la route, un projet qui démontre clairement que vous avez une valeur ajoutée sur le marché. Ça c'est clé. C'est pas juste une bonne idée, il faut aussi valider que cette idée a une vraie valeur ajoutée pour le client. Une vraie valeur ajoutée en business model, donc ça vous rapporte de l'argent. Et que potentiellement ça peut en rapporter aussi à vos investisseurs. Donc convaincre, c'est une bonne idée, une vraie valeur ajoutée et un porteur qui est effectivement très motivé. Donc ça, ce sont les points clés pour créer. L'autre point aussi, c'est que bien évidemment, créer une entreprise ne vous enlève pas un certain nombre de tâches que vous voyez dans vos cours aujourd'hui, comme le marketing par exemple. La base de la création part toujours sur une segmentation de marché, un ciblage et un positionnement. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc l'analyse de votre marché, elle est obligatoire. Bien évidemment, on ne vous demandera pas des Nielsen, des Intercom, etc. parce que vous n'avez pas les moyens de les payer. Par contre, vous pouvez à votre niveau, bien sûr, récupérer des données nationales, ça c'est accessible, mais aussi faire vous-même des échanges, les premiers tests avec le marché, à votre échelle. Je vais interroger 100 clients, je vais interroger 50 magasins à qui je peux potentiellement vendre. Je vais interroger le vignoble si je veux faire un vin, par exemple. Donc vous avez forcément des premières choses que vous pouvez faire vous-même à votre échelle pour tester votre idée et, entre guillemets, l'arranger, l'améliorer, pouvoir enfin l'avancer. Donc, être créateur, ça n'empêche pas effectivement d'avoir à appliquer un certain nombre de techniques, voilà, notamment les techniques marketing, et d'arriver avec ce qu'on appelle à la fin un business plan. Donc, le business plan, qu'est-ce que c'est? C'est un document, qui fait environ une trentaine de pages en général, qui va, sur 3 ans, présenter votre activité et son évolution, tant sur le plan du produit que des prix évidemment, enfin, des valeurs du mix, mais aussi sur la partie financière. À quand j'atteins le point mort, à quand j'atteins l'équilibre, à quand je gagne un peu d'argent,
et à quand je peux rembourser mes échéances, ce qui est aussi important. Donc globalement, créer une entreprise, ça suit un process assez classique de business plan que vous devrez forcément formuler et réaliser. Donc aujourd'hui, l'avantage que j'ai, c'est qu'effectivement j'ai été créateur, mais je suis aussi juge de création d'entreprise avec les Business Angels. Et ce qu'on voit souvent dans les business plans, c'est souvent un manque de validation du projet ou du concept. Ce qu'on voit souvent, c'est une incapacité à prévoir, en tout cas avoir une vision du futur. Parce que bien évidemment, vous n'êtes pas le devin, personne ne l'est. Simplement, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez forcément avoir un avis, une direction, bonne ou mauvaise. On y adhère pas, peu importe. Mais vous avez forcément une vision de ce que vous voulez faire et de là où vous allez, et de là où le marché peut aller aussi. Ce qu'il y a souvent aussi dans les créations d'entreprises et les problèmes qui sont liés à ça, c'est les problèmes d'amorçage. Qu'est-ce que c'est que l'amorçage? C'est qu'on pense au départ qu'on va pouvoir avoir assez d'argent pour démarrer. Donc, en général, on sous-estime son besoin en trésorerie. Et on sous-estime parfois des coûts ou des accès au marché. On appellera time to market ou route to market, le marketing que vous connaissez bien aussi. Donc parfois on sous-estime un marché, on sous-estime ses coûts. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont bien évidemment à valider. Et l'amorçage, c'est quoi? Souvent on dit que voilà, on a assez d'argent pour démarrer, mais qu'en fait, au moment où il faut passer la première commande, en fait, vous avez une commande d'un fournisseur, enfin d'un client, il faut produire. Pas de problème, j'ai plus d'argent pour produire. Donc tout est fait, les étiquettes, mon produit, ma chaîne de prod, etc. Puis à un moment où on peut encaisser les premiers sous, on n'y arrive pas parce que faut acheter des bouchons, acheter des bouteilles, acheter le jus, acheter d'autres choses. Donc ça c'est un point important, c'est l'amorçage. Et je reviens sur un des 4 C, un des 4 points du porteur de projet, là, qui est le capital social. L'amorçage se fait souvent par une relation qui vous permet de déclencher une première commande. C'est ça le problème, c'est mettre de l'huile dans le moteur, l'essence. Faut que le moteur tourne. Pour qu'il tourne, il faut un premier truc. Le premier truc, c'est la première commande souvent. Une fois que c'est parti, j'encaisse, sachant que j'encaisse à 60 jours, et que pour 60 jours, il faut que je tienne financièrement. Mais avant, il faut que je puisse acheter. Il faut avoir un petit peu d'argent d'avance pour pouvoir faire tout ça. Donc souvent, ce qui se passe, c'est une sous-estimation des besoins financiers de l'entrepreneur pour lancer son projet. Donc il vaut mieux demander un peu plus et être tranquille que moins. Et il dit aussi une chose, et c'est souvent le cas des crowdfunding aussi, c'est une règle qu'ils ont qui est très bonne aussi, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ce que vous demandez, vous ne réussirez pas à faire ce que vous voulez. Beaucoup de porteurs, notamment quand ils vont sur les plateformes de crowdfunding aujourd'hui, disent j'ai besoin de 10 000. Alors ça tourne, puis on arrive à 8 500. Alors le mec il dit non, mais je peux faire avec 8 500, je peux faire. Non, vous ne pouvez pas faire. Si vous avez besoin de 10 000, c'est 10 000. Pas non plus c'est Lévis en disant je vais rien manger pendant 15 jours ou un mois pour faire une entreprise. Non, vous vivez correctement, vous avez suffisamment de stress à côté, prévoyez ce qu'il faut financièrement, récupérez-le, et si vous n'avez pas, c'est que soit vous êtes passé convaincant, soit vous êtes passé de l'argent dans votre boîte, voilà, ou que vous n'avez pas frappé votre porte. Donc en l'occurrence, prévoyez bien la partie financière, non seulement pour la réalisation de votre projet, mais aussi la trésor, pour effectivement avoir un peu d'avance et faire face aux problèmes qui peuvent arriver. L'autre dernier point que je voulais voir avec vous, c'est qu'effectivement pour démarrer un projet d'entreprise, il faut forcément avoir une force, comme je vous l'ai dit, mais la force elle peut être aussi bien sur un métier que sur un secteur. Vous êtes un spécialiste de télécom, vous êtes un très bon commercial. Voilà. Après, les passerelles se font suivant votre adaptabilité, effectivement, à telle ou telle chose. Donc, j'espère que vous n'avez pas dégoûté d'être entrepreneur demain. Encore une fois, je pense que si vous l'êtes dans l'âme, c'est pas grave, même pas mal, comme on dit. Voilà. Que vous irez quoi qu'il en soit. Simplement, il y a des choses qu'il faut simplement ouvrir au niveau des yeux, pas les œillères, parce que ça va vous arriver sur un de ces quatre, que ce soit des problèmes familiaux, humains, financiers, gestion de personnel, gestion d'administration ou autre. Donc, encore une fois, c'est beaucoup d'ennuis, et souvent c'est beaucoup de récompenses. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez dit que vous avez eu un problème avec un de vos associés. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de s'associer avec quelqu'un qu'on connaît, avec quelqu'un de sa famille, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout? Bon, alors on choisit pas sa famille en général, mais
Alors, je n'ai pas de réponse par rapport à ça claire. La seule chose que je peux vous dire, et ce que j'ai dit au cours précédent, c'est qu'en fait, un des points importants, c'est que moi je l'ai vécu et cet associé-là, les gens ne changent pas. Dites-vous bien que les gens ne changent pas. Moi je me suis dit qu'il allait évoluer. Bon, je fais un truc un peu plus branché, et un peu classique. Enfin, il va voir, il va comprendre la musique, il va comprendre ce que c'est que le lounge à l'époque, etc. Dites-vous bien que les gens ne changent pas. Donc s'ils ne correspondent pas à 100% de façon objective à votre projet, ne le faites pas. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. En tout cas, ça peut très bien marcher au départ. Et puis le problème, c'est qu'une fois que c'est lancé, c'est comment on fait pour se séparer. Donc là, je reviens à un autre truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que vous pouvez anticiper ce genre de choses, que ce soit un actionnaire ou que ce soit un partenaire, parce qu'on appelle le pacte d'actionnaire, qui va gérer, entre guillemets, ce sont des contrats de mariage, qui va donc à la fois sceller le mariage, mais aussi sceller le divorce. Donc, que ce soit par des statuts ou pas d'actionnaires, c'est sceller les clauses de séparation. Souvent, on les oublie. On se dit, bah, ça n'arrivera jamais. Mais ça arrive plus vite qu'on croit et ça fait souvent très mal. Donc, il vaut mieux au départ, si vous vous associez, prévoir des clauses de sortie et comment on sort. Parce que, bien évidemment, ce qui est assez clair, c'est que quand vous allez vous séparer, l'un et l'autre diront, mais c'est moi qui ai le gros boulot. Donc, comment on fait? Donc, c'est compliqué. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. C'est que, voilà. C'est le feeling. Voilà. Et ça, il n'y a pas de règle sur le feeling. Mais ça, ce que je peux vous dire simplement, c'est que si ça ne marche pas, c'est des bonnes emmerdes. Et ça vous pourrit non seulement votre vie à vous, mais une entreprise, et parfois ça des collaborateurs. Oui. Vous avez une question par là? En fait, si on demande de l'argent à la business angel et qu'au final notre projet échoue, est-ce qu'on doit le rembourser? On s'en doute. La grosse différence entre un business angel et une banque, c'est que la banque vous prête de l'argent, donc vous remboursez mensuellement à l'échéance. Le business angel s'investit dans votre entreprise au capital, donc il devient actionnaire. Donc le principe chez nous, c'est de prendre 30% maximum du capital pour laisser le porteur à la tête de la banque. Quand on est investisseur privé ou private equity, donc on sait qu'on peut perdre. Alors, je ne sais pas qu'on est un peu joueur, mais on peut perdre. On sait qu'en investissant dans une boîte, on perd 100% de notre système. Et donc, vous n'allez pas rembourser. On perd avec vous, parce qu'on est dans le même bateau. On est actionnaire. Par contre, on est là pour vous aider, parce qu'on a des compétences en réseau. Ce sont des gens qui sont des chefs d'entreprise, qui ont des compétences secteur ou compétences métiers, et qui sont là pour vous accompagner aussi dans le cadre de votre création. Donc, il y a non seulement un apport financier, mais aussi un apport de compétences et de métiers. Mais, pour information, sur 10 projets financés, il y en a à peu près 7 où on perd. Vous êtes actionnaire à durée indéterminée? Alors, non. L'idée, c'est d'avoir une durée très déterminée. Parce que ce n'est pas l'argent, évidemment, on n'est pas philanthrope. Donc, on est prêt à perdre, on est presque tout à beaucoup gagner. Pour gagner, il faut sortir, en général. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas d'actionnaire. Donc, quand on crée, quand on investit dans une boîte, on fait un pas d'actionnaire avec le porteur de projet, dans lequel on va tenter de mettre des règles de sortie. On va sortir au bout d'1, 2, 3, 4, 5 ans, et sous quelle forme? Achat d'actions, vente sur le marché, à quel prix? On peut déjà fixer une sorte de prix. En général, c'est pas un prix qui est fixé, c'est un prix qui est fixé en fonction d'une rentabilité, d'un EPE, ou d'un chiffre d'affaires, ou d'une marge. Voilà. Et puis en général, ce qu'on dit aussi, c'est qu'on fixe sur ces années-là quelles sont les règles pour les dividendes. Est-ce qu'on va percevoir un dividende ou pas? En général, sur l'activité, on réinvestit tout l'argent dans une production, ou si c'est du service, on peut récupérer des dividendes. Donc encore une fois, le pacte d'actionnaires va régir cette règle-là, entre guillemets, d'entrée et de sortie. L'idée, c'est pas d'y rester trop longtemps. Oui. Pourquoi vous avez décidé de les vendre plutôt que de les mettre en gérance? Parce que la gérance, en fait, d'abord, il faut trouver un bon gérant. Et la valeur d'une affaire, notamment dans le CHR, c'est qu'elle est souvent liée au chiffre d'affaires. Donc, elle a une valeur sur le marché de une fois le chiffre d'affaires, par exemple. Si vous donnez un gérant et que le gérant, en fait, la couleur, elle donnera moins. Alors, elle peut valoir plus aussi, mais moi, je considère que mon affaire, c'est moi qui est capable de la gérer à titre personnel. Donc, je la vends, encaisser mon argent, puis après, je la paye. Est-ce que juste le business angel, c'est un vrai métier de dire vous travaillez pour nous, votre société? Je travaille pour ma société à moi. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé en fait une société pour créer ma première affaire. Je ne l'ai pas clôturée. En fait, j'ai vendu un fonds. Ma société a récupéré une disponibilité. Voilà. Donc,
j'ai payé de l'impôt sur la... Voilà. Mais comme je n'ai pas clôturé, je n'ai pas payé encore en plus de la plus-value ici. Donc j'ai gardé ma coquille avec de l'argent dedans, qui m'a permis de racheter, en fait, si vous voulez, ma deuxième affaire. J'ai vendu ma affaire, mais j'ai gardé la coquille ouverte. Donc elle a encaissé encore une somme complémentaire de capital. Ensuite, j'ai créé une autre société pour faire du marchand de biens. C'est mes projets immobiliers. J'ai créé une autre société dont la première était actionnaire. Ensuite, j'ai dit, bah, bon, je ne ferai plus de CHR, c'est vraiment un peu chiant. L'oubli, j'en fais peut-être toujours. Donc ma société qui est en CHR, en fait, je vais la transformer. Donc je vais transformer en conseil. Conseil investissement. Donc je n'ai pas modifié, si vous voulez, j'ai modifié mes statuts. J'ai changé de code NAF de la PE. Alors la structure est toujours la même depuis le départ. Les statuts sont les mêmes. Voilà. Sauf qu'effectivement, le fait de ne pas fermer m'a permis de conserver mon argent, de ne pas payer l'impôt et de réinvestir à chaque fois. Donc aujourd'hui, j'ai deux structures, une structure de conseil et d'investissement et une structure de marchand de biens. Donc je pompe aujourd'hui sur ma trésor que j'ai constituée depuis des années, donc j'ai fait mes affaires CHR. Donc quand j'ai du consulting, je le paye, quand j'en ai pas, je pompe sur ma trésor. Et donc je suis salarié de moi-même. Je voulais dire, au final, ma question c'était, est-ce que par exemple, on pourrait faire un stage en tant que juge des business angels pour s'entraîner, peut-être pour passer devant les business angels? Alors, business angel, c'est pas un métier en tant que tel, parce qu'en plus, on paye une cotisation pour répondre de l'association. En revanche, c'est extrêmement intéressant de voir, moi j'ai plus 20 ans, mais de voir effectivement les erreurs que j'ai pu commettre, ou que les gens peuvent commettre, effectivement d'aider les gens à créer. Alors on ne peut pas faire stage au business angel, parce que c'est pas une entreprise en tant que telle. Voilà. Par contre, après, ce qu'il faut, c'est surtout essayer d'être dans des cercles de création d'entreprise pour voir un maximum de projets tourner et voir pourquoi ça marche pas. Mais je crois que ça n'en passe pas l'idée de, au moins une fois, d'essayer. D'autres questions? Oui. Vous avez quand même une belle carrière en marketing dans ce temps. Est-ce que vous pensez que ça vous a vraiment servi pour développer vos affaires ou est-ce que vous pouvez faire ça à la sortie de l'école? Alors, on va poser la même question tout à l'heure. Enfin, pas sous la même forme, mais en disant finalement, quand est-ce qu'il faut créer ou pas créer? Il faut créer d'abord, ou être en salarié, ou ça dépend du projet. Et ça peut être des étudiants qui disent, bah, moi je vais être consultant sur fin d'école. C'est un peu compliqué. Enfin, sans compte, hein, parce qu'il faut vraiment avoir une compétence et une expérience en entreprise. Créer un bar, c'est de la portée quasiment tout le monde, sous réserve d'avoir un certain nombre de compétences et de qualités, mais c'est entre guillemets possible. Créer un petit commerce, c'est possible. Donc, oui, j'aurais pu créer effectivement cette école, mais à l'époque, c'était pas mon objectif. Voilà. En revanche, il est clair que j'ai toujours été très autonome dans mes jobs. Voilà. J'ai toujours été sur des projets compliqués, enfin, où il fallait taper dans la lutte, de créer et développer des choses. Et j'ai pas créé un bar standard comme je sais pas, l'annexe, voilà. J'ai créé un bar à concept. Alors, il faut amener une idée, un concept, effectivement, étant marketeur à la base, c'était une petite base, la création, l'adéquation avec la cible, les positions prises par la concurrence, les réseaux pour communiquer, développer. Donc oui, forcément, j'aurais pas pu créer un lieu culturel avec des programmes qui tournent si j'avais pas eu un minimum d'expérience, même si mon expérience est largement au-dessus de ce que j'ai fait. Mais c'était pas le but du jeu. Le jeu, c'était de créer et de se faire plaisir dans la création. Clairement, vous avez plus gagné d'argent dans le salarié ou en tant qu'entrepreneur? Très bonne question, parce que je me dis qu'il y en a un qui va poser un coup la question de l'argent. Alors, oui et non. Quand je suis parti chez Kiko, je gagnais, en 2003, 100 000 € par an. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que sur 10 ans, j'ai gagné 100 000 par an. En revanche, et c'est aussi le lot de l'entrepreneur, c'est comme je fais des coûts, je gagne au bout de 3-4 ans quelque chose. Je gagne, quand je crée un bar, j'ai un petit salaire, très élevé, 10 000 € en général par mois. Par contre, je gagne à la sortie si je fais un bon business. Je gagne 200, 300 000 €, ça fait beaucoup. Donc là, ça me fait une trésor et je compte dessus quand j'ai pas d'activité. Donc c'est un peu l'eau. Globalement, effectivement, j'ai moins gagné sur mes pages d'entrepreneuriat par rapport à l'époque où j'étais effectivement salarié. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je ferais beaucoup plus que ça si je restais chez les MH. Mais j'ai eu des vraies expériences de vie. Voilà. Et puis, aujourd'hui, je suis entre deux. J'ai fini mon programme immobilier il n'y a pas longtemps. Je suis parti en vacances. Le matin, je peux prendre un petit café si je veux. Voilà. Et viander si je veux. C'est une autre expérience de vie.
Encore une fois, bon, vous êtes jeune, vous démarrez, donc l'argent est important pour vous, ce qui est clair. Moi, j'ai pas le même âge que vous, j'en ai 48. Les priorités sont forcément les mêmes, plus sauf que j'ai pas d'enfant. Voilà. Donc, j'ai pas les mêmes priorités. Je crois qu'à un moment donné, quand on est entrepreneur, c'est aussi, alors au départ, on est vraiment focalisé, mais avec l'âge, les priorités sont plus les mêmes. Donc, même si tu n'aimes pas 100 000 par an, c'est pas grave. J'ai fait assez avant, je vais être tranquille. Et pour résumer, en fait, le premier projet a servi à financer le deuxième, Et ainsi de suite, pour construire des projets. Alors moi, j'avais effectivement des économies sur les ma vie. Voilà. J'avais investi dans l'immobilier comme beaucoup, j'ai un appartement pour louer et ainsi de suite. Et puis après, ben voilà, j'ai constitué un capital, j'ai dû faire 6 fois mon capital à la revente. Voilà. Puis ça, j'ai utilisé effectivement pour faire ma deuxième affaire. Comme je vous l'ai dit, après, j'ai servi cette coquille pour créer ma société de marchand de biens, qui m'a servi à investir dans l'immobilier. J'ai racheté mon premier projet avec ça, j'ai refait une plus-value. Donc ma boule de neige grossit. Voilà. Et là, donc, elle est en attente d'un autre projet. Et la grande question, c'est comment vous avez pu vous séparer d'un projet que vous avez construit en 4 ans et le laisser. Est-ce que c'est justement l'aspect financier qui vous a permis et qui vous a dit ouais, c'est bon, il faut que je le vende parce que c'est justement le projet au top et il se vendra mieux. Voilà, se détacher, ça ne doit pas être aussi facile que ça. Alors, se détacher est effectivement un point important. Alors, il y a des gens qui ont la capacité de se détacher, d'autres pas. Moi, j'ai la capacité de me détacher du matériel assez facilement. C'est-à-dire que quand j'ai quitté Kiko, 3 jours après, la page était tournée. C'est fini, voilà, je passe à autre chose. Quand j'ai vendu le bout du monde, le lendemain, c'était fini. Alors, effectivement, intérieurement, c'est toujours un peu emmerdant quand on voyait que le lieu dépérit, on va pas dans la bonne direction, ou chacun a sa direction, mais il n'est pas très vivant ou autre. Alors, oui, ça fait un peu le cœur, mais c'est plus mon bébé. J'ai donné, j'ai vendu, j'ai transmis, voilà, c'est plus à moi. Voilà. Après, si vous êtes sentimental, c'est à vous de gérer votre sentimental. Si vous c'est que ce sont des affaires. Voilà. Vous gardez votre affaire jusqu'à la fin de vos jours, quitte à vous y encrouter. Voilà. Après, encore une fois, l'avantage de l'entrepreneuriat par rapport effectivement à l'entreprise, c'est que après, c'est l'ennui, c'est que c'est stéréotypé, vous êtes dans un type de fonction, vous allez évoluer tous les 2, 3, 4, 5 ans. Et puis vous allez faire pendant un an ou deux, c'est nouveau, vous apprenez, après vous en regardez un peu. Après, là, c'est vraiment, et encore moi je suis qu'un cas particulier, c'est que je multiplie l'expérience de création. Donc je multiplie mes expériences de vie, entre guillemets. Mais c'est un choix personnel. Je rappelle un peu encore une fois, dans une grosse boîte, 100 personnes, voilà. Mais je ne suis pas manager, ça m'emmerde. Voilà. Je préfère entre guillemets avoir des moments de repos, voilà, qui sont aussi stressants d'ailleurs que relaxants. Hein. Mais c'est un choix. Moi je ne m'attache pas au bien. C'est pas grave pour moi. C'est plus la routine qui vous a fait. Oui, non. Quand j'ai eu fait pendant 5 ans, 4-5 ans, les mêmes programmes mensuels d'animation, où à un moment, bon, bah, j'invente plus rien, quoi. Donc, même si ça marche, j'invente plus rien. Le deuxième projet, c'est plutôt ma compagne. Donc, les clauses de sortie ne sont pas toujours les mêmes. C'est chantage, là, c'est. Voilà. Et puis l'immobilier, bah, voilà, c'est aussi un autre problème, parce que l'immobilier, c'est long. C'est des projets à 2-3 ans. Donc, maintenant, vous investissez à un instant T, vous perdez votre argent, potentiellement avec une marge, à T plus 3 ans, quoi. Donc pendant ces 3 ans-là, bien vivre. Donc là, je compte sur la trésor, et j'en fais ma boule de neige. Mais comme je dis, c'est relaxant et stressant parce que pendant 3 ans, vous le savez, mais vous ne savez pas ce qui va vous arriver, vous ne savez pas si vous faites une grosse marge, pas une grosse marge, vous allez vendre, pas vendre. Hein. Et tanker avec un bien à 300-400 000 €, c'est pas toujours évident. C'est bien de prendre un café, mais il faut vite, putain, qu'est-ce que je peux faire voilà. Qu'est-ce que je vais faire après parce que ça dure trop longtemps. Oui. Vous n'avez jamais eu de mal à revendre Alors je touche plus ça, je touche, mais globalement non, ça s'est bien passé. La première affaire, je l'ai vendue en 6 mois. La deuxième en 6 mois. Le premier projet immobilier, je l'ai vendu en 3 mois. Et le dernier projet, j'habite dedans pour l'instant, donc il faut que j'attende avant de vendre. de la reprise? Alors la reprise est un je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais la relation d'entreprise, c'est que vous avez déjà un acquis. Donc vous avez des clients, des choses qui tournent, et que vous devriez pouvoir optimiser avec vos compétences supplémentaires ou complémentaires par rapport au porteur actuel.
Donc c'est plutôt un point positif. Le point de la reprise, en fait, toujours pareil, c'est quelle valorisation on fait l'entreprise et qu'est-ce que vous allez pouvoir amener pour finalement la relancer. Mais c'est tout à fait quelque chose d'intéressant aussi, parce que vous avez des choses. Alors, parce que l'entrepreneur n'a pas un profil monolithique, mais évidemment. Hein. Moi, je suis un peu créateur. Pour prendre un truc qui existe, ça ne m'amuserait pas forcément. Par contre, il y a des gens qui sont plus à l'aise, parce qu'ils sont plus dans la méthode, dans la gestion globale. Donc, prendre un truc qui existe, ils ne sont pas créatifs ou marketeurs. Ils ont des compétences de gestion, donc faire quelque chose qui existe. Donc là, ça dépend vraiment du profil, mais la reprise est très intéressante, parce qu'en fait, vous avez déjà un acquis qui est là. Voilà. En général, on doit faire quelque chose. D'autres questions? On va dépasser. Merci à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup. Yeah.